Bien, comme on m'a demandé de faire court, je vais juste poser pour moi les questions essentielles dans ce type de projet. Le premier, c'est la question de la gouvernance, parce que si vous n'avez pas le sponsor du président et du DGS, autant vous dire qu'il vaut mieux aller faire piscine. Puisque là, c'est un projet qui démarre en 2014 et on a travaillé avec 4 équipes de grands groupes, donc pilotées par Bouygues Énergie et Services, c'est eux qui l'ont emporté avec Capgemini, Suez et Citellum, une filiale d'EDF. Mais il y avait aussi Engie, Vinci et Eiffage qui, dans un dialogue compétitif de 2 ans, nous ont aidés à imaginer ce type de solution. Donc la gouvernance, ensuite la capacité à travailler avec 23 maires, puisque c'est à l'échelle de la métropole. Et donc, je ne vous dis pas, il vaut mieux faire ça 3 ans avant les municipales, c'est plus facile. Et puis, il faut trouver des investissements internes, puisque au départ, le projet a 0 €, puisqu'il n'est pas dans le plan de mandat. Et on imagine simplement que si on met bout à bout tous les contrats d'exploitation et de maintenance, on n'est que sur la ville de Dijon, avec 6 postes de pilotage à l'époque, sur une enveloppe financière de 6 millions d'euros. Donc au moment où je vous parle, on aurait dépensé à peu près 80 à 100 millions d'euros pour un système obsolète. Voilà. La différence avec aujourd'hui, c'est que d'une part, Dijon Métropole est sur la carte mondiale de l'innovation dans le domaine urbain et de l'espace public. Donc je suis allé en 2018 à Barcelone, on était en compétition pour le City Award avec Singapour, Melbourne, Londres, Haïfa, Santiago du Chili, Florence. Donc c'est plutôt des petites villes. Et on était 2e. Donc avec cette proposition d'une Smart City humaine et qui avait l'intérêt à travers son projet autour des données, ce sera mon 2e point, d'essayer de voir comment on pouvait être beaucoup plus soutenable et donc ça rejoint votre thématique de la durabilité du management de cette grande affaire. Donc, une fois qu'on a fait les infrastructures, ce que vous avez vu là, c'est comment on associe les citoyens dans une logique où le RGPD, avant même qu'il existe, on l'avait imposé aux entreprises, et où la CNIL est partout, puisqu'il faut qu'elle vérifie que la liberté des citoyens soit bien protégée, évidemment. Une fois qu'on a fait ça, on est en capacité, en fait, de produire de la donnée de manière massive, et cette donnée nous permet 2 choses. D'une part, avec un comité d'éthique, j'insiste là-dessus, et une approche aussi avec une charte et un travail avec les citoyens sur ces enjeux de données, parce qu'il faut aussi, une forme d'acculturation et qu'on ne soit pas dans un débat uniquement pour et contre. Une fois que ces éléments d'infrastructure sont posés, on peut rentrer dans cette logique qui est celle de comment on peut optimiser le service public de manière beaucoup plus puissante avec les agents du service public. Donc un exemple, c'est des data challenges on en a fait 3, un sur les mobilités, un sur l'espace public. Un exemple de ce qu'on a fait, c'est les tournées de déchets, c'est très, très concret, et donc on a gagné 10% à peu près sur la façon dont étaient configurées et la façon dont travaillaient les personnes en termes de productivité. Un autre exemple qui est en cours, c'est le patrimoine arboré. Il y a eu beaucoup avec les épisodes climatiques et de stress, de chaleur, les arbres ont été beaucoup abîmés, et donc leur état est important si on veut limiter les risques, par exemple. Puis un autre exemple, c'est la question de l'inclusion. On a récupéré les données du département au niveau de l'action sociale. On a beaucoup de données et on est en train d'essayer de travailler à comprendre pourquoi un certain nombre de personnes qui ont des droits n'y accèdent pas. Et donc là, le traitement des données de manière massive est intéressant. Pour finir, il y a la question des usages, c'est-à-dire qu'on rentre aussi dans un moment où finalement, à travers ces infrastructures et les données qu'on collecte, on peut regarder les usages et on peut le regarder avec plusieurs angles. L'angle citoyen, l'angle des entreprises, l'angle du service public. Et ces données nous permettent aussi de faire 2 choses. D'une part, d'optimiser, comme je disais, en interne. Lorsque vous avez toujours le même accident au même endroit, probablement que, puisque vous pouvez le voir à partir du moment où vous avez donné des récurrences, vous pouvez peut-être réfléchir à la conception même du lieu où se passe l'accident, puisqu'il y a probablement quelque chose à voir sur la cause racine. La deuxième chose, c'est qu'à partir du moment où vous avez des données, vous pouvez rendre visible l'action aussi du service public. Vous pouvez valoriser du point de vue du personnel, des élus, des citoyens, ce qui se fait. Et vous pouvez commencer à mesurer les impacts que vous avez. Donc la phase d'après, c'est avec l'université, c'est en lien avec... on a fait venir 2 écoles d'ingénieurs aussi grâce à ce projet, ESEO et le STP. Donc d'ici 2030, on aura fait plus de 1000 ingénieurs sur le territoire. Et l'idée, c'est finalement de mettre à disposition l'ensemble des données
des grands projets que nous portons, que dont je vous ai parlé en introduction hier. Et toutes ces données-là sont logées, organisées dans un data hub. Dans ce data hub, nous avons donc ces données de biodiversité, ces données de services publics, ces données sur l'eau, ces données sur des tas de thématiques. Et cet ensemble-là nous permet demain d'imaginer un data factory, une forme donc le lieu, il est dans ces écoles d'ingénieurs, je l'avais pré-réservé il y a 3 ans. Et l'idée étant de mettre à disposition à grande échelle ces données pour essayer d'imaginer à la fois des services et des solutions pour le territoire, à la fois des services et des solutions pour la filière numérique ou d'autres entreprises comme l'industrie 4.0, et d'avancer vers une logique qui est vraiment de voir quels sont nos impacts, comment on les mesure. Voilà. Parce que si on ne mesure pas les actions qu'on conduit, probablement que, vu la complexité à laquelle on s'adresse avec les enjeux climatiques, on ne pourra pas voir les progrès qu'on fait, mais de manière globale. J'ai bien aimé cette idée de performance globale. Je pense qu'il faut vraiment qu'on rentre là-dedans, ce qui fait qu'on est plutôt dans une logique de toile d'araignée quand on regarde les indicateurs. Après, le défi, c'est de trouver les indicateurs les plus importants et ceux qui font le plus effet de levier. Voilà, je vous remercie de votre attention.